Bonjour à tous, on va donc commencer cette présentation sur le projet européen, les résultats du projet européen IMAROS 2. Donc avant toute chose, déjà je me permets de vous dire que cette présentation est enregistrée. Voilà, il faut que vous le sachiez. Et puis, comme je l'ai dit au début, là, si vous pouvez tous, effectivement, quand vous rejoignez la réunion, éteindre vos micros pour qu'il n'y ait pas de soucis d'interférence. Et bien sûr, à la fin de la présentation, on laissera du temps pour les questions ou une discussion. Voilà. Donc, je me présente en deux mots. Je m'appelle Fanny Chevert. Je travaille au service analyse et moyens. Et du coup, j'étais responsable là, pour le CEDRE des deux projets européens, IMAROS et IMAROS 2, qui se focalisaient sur les fuels à très basse teneur en soufre. Donc, alors, pour nous présenter, au cas où certaines personnes ne connaissent pas le CEDRE, donc nous sommes une association à mission de service public agréée par l'État. Nous sommes experts en pollution accidentelle des eaux et nous luttons contre les pollutions par hydrocarbures, par produits chimiques et par déchets aquatiques. On travaille en France et à l'international depuis plus de 45 ans maintenant. Et donc notre équipe est constituée d'une cinquantaine de personnes, toutes basées à Brest. Vous voyez une photo du site là, et donc on a des techniciens, des ingénieurs, des docteurs. Et notre mission est d'apporter conseils, expertise, connaissances aux autorités et structures privées françaises ou étrangères en charge de la réponse anti-pollution. Une diapositive de contexte, juste pour rappeler à tout le monde ce que c'est que les fuels à très basse teneur en soufre. Donc, il faut savoir que les fuels traditionnels qui existaient jusqu'aux années 2020, qui existent encore, hein, mais qui étaient majoritaires avant, ce sont des fuels qui ont donc naturellement du soufre, parce qu'en fait, ils proviennent de pétrole brut qui contiennent également du soufre. Et donc, lors de la combustion par les navires, ce soufre se retrouve et est émis dans l'atmosphère sous forme d'oxyde de soufre. Et ces oxydes de soufre sont néfastes pour l'environnement et pour la santé humaine, notamment les voies respiratoires. Donc en fait, l'OMI, l'Organisation maritime internationale, a mis en place toute une série de réglementations depuis 2020 qui visent à réduire ces teneurs en soufre dans les fuels. Donc en fait, il y a eu du coup une mise en place de zones. Déjà de façon générale, la teneur en soufre a dû être abaissée de 3,5% à 0,5%. Et puis en plus, dans certaines zones côtières, là la teneur a été abaissée à 0,1%. Donc les premières zones qui sont rentrées dans ce dispositif, qu'on appelle donc des zones SECA pour Sulfur Emission Control Area, ce sont les zones schématisées ici en bleu marine, donc sur l'Europe et sur les États-Unis, Canada. La Méditerranée est rentrée dans cette zone SECA au 1er mai 2025. Et puis, il y a deux nouvelles zones là, une zone verte qui devrait rentrer du coup en vigueur en 2027, et enfin la zone jaune schématisée ici autour du Groenland et puis de l'Atlantique Ouest là, qui n'a pas encore été adoptée, mais voilà, c'est temps pour parler. Donc en fait, du fait de ce changement de réglementation, il y a des nouveaux fuels qui sont arrivés sur le marché, qu'on appelle des fuels à très basse teneur en soufre. Il y a deux types de produits. Les VLSFO pour Very Low Sulfur Fuel Oils sont des produits qui ont une teneur en soufre qui doit être inférieure à 0,5%. Et les ULSFO, qui doivent donc être utilisés au sein de ces zones SECA, qui sont des Ultra Low Sulfur Fuel Oils, où là, la teneur en soufre doit être inférieure à 0,1%. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis que cette réglementation a été mise en place et que ces produits sont utilisés, il y a eu des premiers déversements accidentels qui ont eu lieu, et on s'est rendu compte qu'en fait, les produits ne se comportaient pas forcément comme les fuels lourds classiques, traditionnels qu'on connaissait. Ils ne se comportaient pas pareil, puis en plus, ils n'avaient pas l'air de se comporter pareil d'un produit à un autre. Donc c'est suite à ces observations qu'il y a eu des projets de recherche qui ont été montés, dont du coup le projet IMAROS, puis IMAROS 2. Et ce sont les conclusions de ces projets-là que je vais vous présenter aujourd'hui. La présentation, elle va s'articuler autour de différents points. Je vais très rapidement vous expliquer comment était organisé ce projet-là.
Après, on passera sur une partie relativement rapide aussi sur évolution du marché entre fuel traditionnel, nouveau fuel à très basse teneur en soufre. Et puis assez vite, on ira sur le côté caractéristique physico-chimique des produits qui explique en grande partie le comportement après qu'on va avoir quand on a un déversement accidentel. Et puis, il y aura ensuite deux volets, un volet vraiment lutte en mer, des tests qui ont été faits pour essayer de récupérer les LSFO. Un deuxième volet, lutte à terre, si le polluant arrive sur la côte, comment essayer de le nettoyer, quelles recommandations opérationnelles on peut fournir. Et puis enfin, le dernier volet qui sera rapide, ça sera recommandations opérationnelles, puisque je les aurai un petit peu égrenées au cours de toute la présentation. Mais voilà, je vous montrerai des livrables qui sont sortis suite au projet. Donc la première partie, organisation du projet. Donc le projet IMAROS 2, comme était le premier projet IMAROS, ce sont des projets qui ont été cofinancés par l'Europe, par le mécanisme de la DG ECO. IMAROS, ça veut dire Impact and Response Options Regarding Low Sulfur Marine Fuel Oil Spills, donc vraiment sur les LSFO. Donc là, IMAROS 2, il a été financé sur 2024 et 2025. Ça veut dire que là, le projet, il est terminé. La réunion de clôture, elle a eu lieu à Malte fin novembre 2025. Et donc, vous voyez, je vous ai mis l'adresse d'un site web là, qui renvoie vers la page de l'Europe, qui est dédiée au projet. C'est pour vous dire que, comme c'est un projet qui est public, toutes les données sont publiques. Et donc, sur ce site-là, vous avez tous les rapports, toutes les données. Vous avez même les présentations qui ont été faites à Malte, vraiment très détaillées sur chaque work package, sur toutes les expériences qui ont été menées. Donc si jamais vous voulez vraiment avoir plus de détails sur les fuels à très basse teneur en soufre, vous trouverez pas mal d'informations sur cette page web-là. Alors le projet IMAROS 2, comme l'était le premier projet IMAROS, il était coordonné par le partenaire norvégien, le Norwegian Coastal Administration. Et il avait donc plusieurs partenaires européens, donc le CEDR, et puis aussi un partenaire des Pays-Bas, le ministère des Infrastructures et de la Gestion de l'eau, partenaire de Belgique, le Natural Science of Belgique, des gardes-côtes de Finlande et de Suède, la marine danoise, Transport Malta aussi, et puis on avait comme partenaire associé Oil Spill Response Limited en Angleterre. Alors, les principaux objectifs du projet, c'était tout d'abord d'améliorer les connaissances sur le comportement de ces produits-là et par conséquent la prise de décision en réponse au déversement de ces produits. Et puis ensuite d'améliorer les capacités de récupération mécanique et d'intervention sur le littoral. Voilà, donc je rentre sur la première partie qui est évolution du marché, recherche d'échantillons. Donc ça c'était un work package qui a été coordonné par nos collègues des Pays-Bas. Et donc ils ont vraiment essayé de travailler sur avoir des données sur l'évolution du marché, ce qui était vendu en Europe. Ils regardaient aussi au niveau international, on s'est beaucoup penché sur l'Europe, donc c'était un projet européen. Et puis un deuxième volet qui était ensuite essayer de rechercher des échantillons pour faire nos essais. Essayer de chercher des échantillons qui étaient vraiment les plus représentatifs possibles de ce qui existait sur le marché. Donc il y a eu une collaboration du partenaire hollandais, un gros soutien de Veritas Petroleum Services Data, donc VPS Portstat, qui ont partagé avec le consortium du projet des milliers et des milliers de données sur justement l'approvisionnement de fuel de soute et puis sur les caractéristiques de ces produits. Donc on a plein de données sur la viscosité, le point d'écoulement, la densité des LSFO. Tout ça, ils sont disponibles, toutes ces données sont disponibles dans un rapport que vous trouverez sur le site internet du projet. Je vais juste vous présenter là un seul graphique qui est assez parlant. Vous voyez sur le graphique qui est là, donc on a l'évolution des parts de marché entre les différents fuels de soute depuis le début 2018 jusqu'à fin 2024. Chaque barre verticale, c'est un trimestre. Et donc, vous voyez, en saumon foncé, là, ce sont les fuels
traditionnels, les HFO, donc à plus haute teneur en soufre. En bleu, ce sont les LSFO. Et donc on voit bien là, en lien avec la réglementation, début 2020, l'effondrement de la part des fuels traditionnels au profit des LSFO. On voit là qu'on a une très légère tendance à une augmentation de nouveau des fuels, des fuels traditionnels. Ça serait dû à l'utilisation des scrubbers par les navires, donc qui permettent de continuer à utiliser des fuels lourds classiques. Mais donc on voit la proportion entre les différents fuels. Et on voit également que la partie des ULSFO, là, vraiment les teneurs à moins de 0,1% en soufre, représente une part de marché qui est quand même relativement faible, entre 4-5%, contre plus de 40% pour les VLSFO. Donc voilà, ça c'est la partie du coup vraiment traitement statistique, toutes les données sur ces fuels-là. Ensuite, il a fallu trouver des produits pour faire nos essais. Donc tous les partenaires s'y sont mis. On a contacté une soixantaine de compagnies pétrolières différentes, des fournisseurs de soutes, des ports, des grands ports. Et on a réussi du coup à se faire approvisionner en ce qu'on a appelé des petits échantillons. Donc ce sont des échantillons qui font 5 litres. On en a eu 16 et ça nous a permis de faire des caractérisations de laboratoire, des caractérisations au laboratoire, afin vraiment d'avoir une image assez complète de ces produits-là. Et puis on a obtenu 3 grands échantillons. Donc on dit grand parce qu'on a obtenu 10 mètres cubes quand même de ces produits. On avait besoin de gros volumes parce qu'il y avait des essais de récupération sur le plan d'eau. Donc ça nécessite pas mal de produits. Donc on a eu 2 VLSFO et 1 ULSFO. Et ces produits-là étaient vraiment caractéristiques des statistiques qu'on avait en termes de densité, de viscosité, de points d'écoulement. Et donc on a pu ensuite se lancer dans les essais. Donc le premier work package, il s'intéressait aux caractéristiques physico-chimiques et au comportement des produits. C'est un work package qui a été coordonné par le CEDRE et il y a les partenaires belges qui ont également contribué. Ils ont travaillé à l'empreinte chimique vraiment des LSFO, le fingerprinting qui a été fait là-bas en Belgique. Et puis aussi tout le volet modélisation du comportement que je ne vais pas détailler ici. Alors j'ai choisi de vous montrer juste 2 diapositives qui sont assez parlantes, en tout cas qui mettent en avant les caractéristiques principales des LSFO. Le premier là, c'est sur le point d'écoulement. Donc pour rappel, le point d'écoulement, c'est la température minimale à partir de laquelle un produit s'écoule encore. Donc, ça veut dire en dessous de ces températures, le produit commence à figer un petit peu. Sur ce graphique-là, vous voyez le point d'écoulement de tous les échantillons qu'on a réussi à avoir dans le cadre du premier projet, IMAROS, puis IMAROS 2. Donc sur l'axe des abscisses, c'est simplement une identification des échantillons, échantillons 1, 2, 3, 4, etc. Et donc ce qu'on peut voir là, c'est vraiment une grande variabilité de ce point d'écoulement. On a des valeurs qui peuvent descendre jusqu'à moins 25, quasiment moins 30 degrés. Et puis, pas mal d'autres données qui sont plutôt situées aux alentours de 30, plus 30, même un peu plus. Donc, c'est la conclusion qu'on avait déjà tirée d'IMAROS du premier projet. Il y a, contrairement au fuel classique, au HFO classique, une très grande variabilité au niveau du point d'écoulement des produits, qui explique donc des comportements en mer complètement différents. Certains produits qui vont rester relativement fluides, alors que d'autres vont vraiment se solidifier, se figer dès qu'ils vont être en contact avec l'eau de mer. Et puis la deuxième observation qu'on peut faire sur ce graphique-là, il y a un code couleur. Tous les points bleus représentent des VLSFO, donc une teneur inférieure à 0,5%. Les points orange représentent des ULSFO, donc une teneur inférieure à 0,1%. Et donc ce qu'on remarque sur l'ensemble des 2 projets, là, c'est que les ULSFO ont une tendance à avoir un point d'écoulement très élevé, qui est souvent aux alentours de 30 degrés. Donc ça veut dire que c'est des produits qui paraissent plus problématiques s'ils sont déversés en mer, puisqu'ils vont justement avoir cette tendance à figer et à être difficilement récupérables par la suite. La deuxième diapositive que je voulais vous montrer pour ce côté caractéristique physico-chimique, c'est la viscosité.
Sur ce graphique, là, vous voyez sur l'axe des X, l'axe des abscisses, vous avez les températures qui vont de 0 à 50 degrés. Et en ordonnée, on a la viscosité qui est en échelle logarithmique, là, vous voyez. Et donc, en respectant le même code couleur, bleu pour les VLSFO et orange pour les ULSFO, donc on voit que les VLSFO, ils ont une tendance à une augmentation de la viscosité, plus on va vers des températures basses, ce qui est logique pour tous les hydrocarbures. Ce qui est assez remarquable, là, ça concerne les ULSFO. Donc on voit que à 50 degrés, les viscosités sont généralement très très basses. Et c'est une température qui est importante parce que c'est souvent celle qu'on a sur les bulletins d'analyse. Donc on voit cette valeur, 50 degrés, quelque chose de très bas. Donc on imagine que le produit ne va pas forcément devenir très visqueux. Et en fait, comme vous pouvez voir, surtout là, les courbes oranges, on a vraiment un gros point d'inflexion qui se situe souvent au niveau du point d'écoulement, justement, du produit, et qui font qu'en fait, les viscosités, elles deviennent très très importantes aux températures un peu plus basses. Donc là, quand on est sur une gamme de températures d'eau de mer entre, je sais pas, 5 et 20 degrés, vous voyez que toutes les viscosités des ULSFO, elles sont très 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 élevées. Donc ça, il faut garder en tête que si on a un déversement de ULSFO, potentiellement, on va se retrouver avec un produit qui sera très visqueux et plus compliqué peut-être à récupérer. Voilà, ce sont les deux diapositives que je voulais vous montrer sur la partie caractéristique. Maintenant, on passe au côté comportement et surtout vieillissement. Qu'est-ce qui se passe une fois que les produits sont déversés en mer? Donc pour ça, on a travaillé au cèdre dans notre canal d'essai qu'on appelle le poludrome. Vous avez ici un petit schéma qui permet de voir comment est fait ce canal d'essai. Donc dans ce canal d'essai qui est rempli d'eau de mer ou d'eau douce, on adapte la salinité comme on veut, on déverse, il y a 7 mètres cubes d'eau et on déverse 20 litres d'hydrocarbures à la surface. Et puis, on peut simuler l'agitation en mer, le courant, le vent, les températures. Tout ça, c'est modulé comme on veut. Et l'oxydation, photo-oxydation également est simulée par des lampes UV. Et donc, on regarde comment le produit vieillit pendant une semaine. Puis, on récupère très régulièrement une partie de ce produit qu'on analyse au laboratoire pour voir comment il évolue en termes de viscosité, densité, teneur en eau, ce genre de choses. Dans le cadre d'Imaros 2, on a travaillé sur ce que j'ai appelé tout à l'heure les 3 grands échantillons, à 5 degrés et à 25 degrés, parce que on voulait vraiment s'intéresser aux températures un peu plus élevées, du fait en plus que la Méditerranée rentrait dans cette nouvelle réglementation de zone CK. On a travaillé en eau de mer et en eau douce, et voilà, comme je disais tout à l'heure, on a regardé comment vieillissaient les produits sur une semaine. Voilà. Alors, j'ai choisi d'illustrer les résultats qu'on a eus avec les 2 cas, je dirais, les plus extrêmes qu'on a vus. Donc là, vous avez le premier produit, là, c'est un produit à 25 degrés en eau de mer. C'est le produit, on va dire, le plus facile, un produit relativement fluide, qui va, avec le temps, monter un petit peu en viscosité. Mais vous voyez dans le petit tableau qu'on a sur la droite, on reste sur des viscosités qui sont pas problématiques en termes de récupération. On a un produit à la base qui est à peu près à 330 en viscosité, une fois vieilli 8400, donc c'est un produit qu'on peut a priori pomper facilement. Il va s'émulsionner. Alors je sais pas si je peux remettre la vidéo parce que c'est parti un peu plus vite. Ouais, voilà. Voilà, donc vous voyez, ça c'est au début. Après une heure après avoir déversé le produit, donc voilà, relativement fluide, rien à signaler. Au bout d'une semaine, on voit à quoi ça ressemble. Donc on voit bien qu'il est devenu un peu plus marron, caractéristique d'une émulsion. D'ailleurs qu'il a pris 90% d'eau. Donc ça c'est intéressant en termes opérationnels, ça veut dire qu'il faut prévoir en termes de récupération. Le produit va prendre en masse, donc beaucoup plus de produits à récupérer dans le temps que ce qui a été initialement déversé à cause de la prise en eau régulière. Mais voilà, donc ça c'est un comportement que je dirais classique. À l'inverse, un autre produit, dans une eau beaucoup plus froide, à 5 degrés, hop,
on voit un comportement complètement différent. Donc c'est un produit qui s'est figé et qui a formé des petites boulettes solidifiées. Donc ça, c'est quelque chose qui a déjà été vu vraiment en mer lors de déversement, d'accidents en fait. Et ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes au niveau de la détection parce qu'on n'est plus sur des nappes qui aplanissent la surface de l'eau et qui restent compactes. On peut avoir en fait avec les LSFO du coup une pollution de petites boulettes comme ça, un peu granuleuses, qui vont faire une pollution très diffuse et qui peut arriver aussi sur le littoral, comme ça, sous forme de petites boulettes sur un long linéaire de côte. Bon, on l'a laissé vieillir le produit, et au bout d'une semaine, on a... arrêté là. Voilà, on se retrouve avec quand même quelque chose qui a pris en masse, qui s'est un peu émulsionné. Mais vous voyez qu'en termes du coup de viscosité, déjà le produit frais, on est à 250 000 millipascales seconde. Une fois vieilli, on n'est pas loin des 400 000. Donc là, on est vraiment sur des produits qui posent un problème en termes de récupération, de pompage. Voilà, ça devient un peu un challenge de les récupérer. Hop, hop, voilà. Donc en termes de conclusion sur cette partie caractéristiques et comportement, ce qu'il faut retenir sur les LSFO, c'est que d'abord, il n'y a pas l'air d'avoir de risque lié à l'inflammabilité par rapport à tous les produits qu'on a eu sur Imaros 1 et Imaros 2. On a mesuré le point d'éclair sur toute cette base de données, là je vais dire. On a tout le temps des points d'éclair qui sont très élevés. Donc il n'y a pas l'air d'avoir de risque lié à ça. Par contre, ce sont des produits qui sont donc persistants. Ils ont une très faible évaporation, on est à moins de 10%. Donc ce sont des produits qui vont rester de toute façon sur le plan d'eau. Ils sont a priori flottants. Ils ne vont pas vraiment couler au fond. Ils sont flottants, mais par contre, ils peuvent passer en subsurface. Si on a de l'agitation, on voit quand même que les nappes, elles sont un petit peu entraînées sous la surface. Si on ne l'a pas testé, mais on se doute qu'avec de la matière en suspension, ça va aussi aider à ce processus de passage en subsurface. Donc voilà, produits flottants, mais qui peuvent passer en subsurface. Possible dissémination en petites boulettes solidifiées, comme vous avez vu sur une des vidéos. Donc ça, c'est à garder en tête. Des produits qui peuvent s'émulsionner, surtout à 25 degrés. Donc en termes de récupération, il faut dimensionner les moyens par rapport à ça. La dispersion chimique, je ne vous ai pas montré de résultats par rapport à ça, mais ce qu'on a vu lors des deux projets, c'est que la dispersion chimique, elle semble vraiment limitée. C'est souvent en lien avec la viscosité, parce que souvent les produits sont quand même visqueux bien au-delà des 5-10 000 millipascales seconde qu'on recommande, en tout cas où on voit que la dispersion est efficace. Voilà. Après, si on est vraiment dans des eaux chaudes et avec des produits fluides, il faut tester. Peut-être que ça marchera, mais bon, ça paraît quand même être une réponse relativement limitée. Le brûlage, il avait été testé lors du premier projet. Ça semble également peu efficace. L'efficacité de brûlage va être très basse. Donc ça veut dire qu'en fait, on a des nappes qui restent en surface, qui ne vont pas se disperser naturellement, qui vont avoir du mal à se disperser chimiquement, qui ne vont pas s'évaporer. Donc la seule façon qu'on a de traiter ces pollutions-là, ça va être de les récupérer en mer. Donc la récupération, elle semble donc recommandée, mais on voit bien que pour certains produits, ça va être difficile, notamment au niveau de la viscosité très élevée qui va poser des problèmes de pompage. Et puis également à cause d'un comportement qui est vraiment spécial pour ces produits, un comportement viscoélastique qui est particulier. Alors la viscoélasticité, on n'en parle pas souvent quand on parle de pollution par hydrocarbures, mais il s'avère que pour ces produits-là, les LSFO, il y a quelque chose qui se passe, je vais l'illustrer tout de suite après avec tous les essais de récupération. Il semblerait que souvent en fait la nappe elle se déchire et que ça pose des problèmes pour la récupérer. Mais du coup, voilà, à l'échelle du cèdre, dans notre canal d'essai, on ne pouvait pas regarder ça. Donc il y a un work package qui a vraiment été dédié à la lutte en mer et à la récupération mécanique.
Lors du premier projet, on s'était rendu compte qu'effectivement, c'était compliqué, que le matériel qui existait sur le marché, il ne pouvait pas répondre toujours pour récupérer ces produits-là, notamment parce qu'on avait vu qu'il y avait ce souci de nappe qui se cassait. Et donc là, on s'est dit qu'il fallait vraiment dédier un work package à ça, la récupération en mer, et d'essayer vraiment d'adapter les récupérateurs pour faire en sorte qu'ils fonctionnent sur ces produits-là. Donc c'est un work package qui a été coordonné par les collègues norvégiens du NCA. Donc les leçons qui avaient été tirées du premier projet, je les schématise là, et puis vous verrez une vidéo après qui montrera un des problèmes. La première chose qui a été observée, c'est un comportement bizarre de la nappe. Si vous regardez là, du coup, le schéma là, qui est sur la gauche, donc c'est une coupe sur le côté, où en jaune c'est un barrage. On voit le courant qui est appliqué, et donc habituellement la nappe, elle a les épaisseurs les plus importantes au niveau du barrage, et c'est là qu'on va positionner le récupérateur. Ce qu'on a remarqué avec les LSFO qu'on a étudiés, en tout cas qu'on a testé, c'est un comportement inverse de la nappe, à savoir qu'au contraire, les épaisseurs les plus épaisses, elles sont en front de nappe. Et qu'en plus, on a vraiment un côté dynamique de la nappe qui s'enroule sur elle-même, on le voit, elle roule comme ça en front de nappe. Donc voilà, ça pose des questions sur le positionnement du skimmer dans la nappe. Et puis la deuxième chose qu'on a observée, qui est schématisée là sur les deux petits schémas de droite, là on voit le skimmer qui est posé sur une nappe d'hydrocarbures de LSFO, et en fait ce qui se passe, c'est que le récupérateur, il est capable de récupérer ce qui est en contact direct avec lui, quoi. Et puis en fait très rapidement la nappe se déchire, il y a de l'eau qui apparaît, et plus possibilité du tout d'attirer la nappe, et donc le pont, ça s'arrête là en fait, il tourne dans le vide, dans l'eau. Je vous montre du coup deux vidéos qui illustrent ce phénomène-là de nappe qui se casse. Donc la première vidéo, là, elle a été prise dans les bassins du Cèdre lors du premier projet, la deuxième dans le bassin du NCA en Norvège. Mais je tiens à préciser, du coup, on montre deux récupérateurs là, mais les mêmes observations ont été faites sur tous les skimmers qu'on a testés, pas que sur ces deux-là. Alors, j'espère qu'il ne va pas y avoir le... Non, ça a l'air silencieux. Voilà. Donc on voit au début un LSFO là, qui commence à être récupéré sur les brosses. Ça marche bien. Et puis rapidement on voit que l'épaisseur de la quantité d'hydrocarbures semble diminuer. Et puis au bout d'un moment, voilà, on voit bien le jaune des brosses là. En fait, il y a un petit filet d'eau qui s'est installé entre la nappe et le récupérateur. Et en fait, il n'y a plus possibilité de récupérer l'hydrocarbure. Voilà, ça tourne dans le vide, et on voit qu'on n'a aucun mouvement de la nappe qui est attiré vers le récupérateur. La deuxième vidéo, elle montre la même chose. On voit le tapis là qui avance sans possibilité de récupérer l'hydrocarbure. Pareil, présence d'un film d'eau, la nappe s'est déchirée. Donc voilà, ça c'était les conclusions d'Imaros. On a des soucis pour récupérer les LSFO. Donc Imaros 2, on s'est dit que cette fois-ci, il fallait absolument impliquer les fabricants de récupérateurs. Et donc il y a une conférence qui a été organisée par les gardes-côtes suédois au début du projet, où il y a des invitations qui étaient envoyées à tous les fabricants connus de récupérateurs. Et on a reçu 11 candidatures pour participer à des essais. Et 5 entreprises ont été sélectionnées, donc Lamor, Desmi, Vicoma, New Naval et COSEC. Et donc ils ont participé à des essais qui ont eu lieu en Norvège, au NCA, et puis en Finlande, à Kotka, en conditions vraiment de glace. On avait rajouté des morceaux de glace dans le bassin. Donc là, je vais vous parler uniquement des essais qui ont eu lieu en Norvège, dans le bassin du NCA.
et qui sont donc les résultats des récupérateurs Lamor, Desmi et Vicoma. Cosec, c'est un petit peu particulier parce que c'était un bras, on n'était pas sur le récupérateur classique, donc voilà, là, par une question de temps, je me concentre sur les 3 récupérateurs classiques. Je vais vous montrer des vidéos de chacun de ces récupérateurs qui ont donc tous travaillé à une adaptation, une amélioration de leur équipement. La conclusion qui en sort, c'est que les adaptations qui ont été faites, elles sont clairement efficaces. Les LSFO testés ont réussi à être récupérés. Donc ce sont des solutions qui sont prometteuses. Maintenant, il y a des défis qui persistent. On a vu qu'en climat froid, avec des blocs de glace, c'est encore plus difficile effectivement de récupérer les hydrocarbures. Ces soucis d'épaisseur de couches différentes qui ne sont pas faciles non plus à gérer. Mais globalement, effectivement, les adaptations ont été efficaces. Pour vous expliquer brièvement ce qui a été fait du coup au NCA, je vous montre un schéma là. Il y a eu 4 essais différents qui ont été menés à chaque fois, exactement les mêmes pour tous les récupérateurs. D'abord, on a travaillé dans un espace confiné en statique, c'est le test 1. Ensuite, test 2, on a eu ajout de vagues avec une boule à vagues qui a été actionnée. Ensuite, on a enlevé l'anneau de confinement là et on a rajouté un barrage et du courant. Donc, pour voir comment se comportaient les skimmers et puis la nappe d'hydrocarbures dans ces cas-là. Et puis le test 4, c'est ajout de vagues et de courant. Alors voilà ce que ça a donné. Je vous montre du coup une vidéo pour chacun des récupérateurs testés. Là-haut, la vidéo qui est lancée, c'est un récupérateur du coup de chez Lamor, le LAM 50. Donc vous voyez qu'en fait, je ne sais pas pour ceux qui connaissent en tout cas l'équipement, Lamor a décidé de rajouter une partie en fait qui vient se plugger sur le récupérateur de base. Ils ont appelé ça un feeder et en fait c'est un tapis là comme ça qui vient du coup chercher, attirer un peu plus l'hydrocarbure et le ramener sur le tapis qui existe en dessous. Ils ont rajouté également des pales, vous voyez, et puis en fait on peut guider le skimmer pour qu'il soit toujours en contact de l'hydrocarbure. Et donc là on voit qu'effectivement il arrive à bien récupérer le LSFO là. Hop, la deuxième vidéo, c'est la vidéo de l'octopus de Desmi. Donc là c'est pareil. En fait, vous voyez, tous les récupérateurs, ils ont fait la même chose. Ils ont rajouté des propulseurs, des hélices, en tout cas quelque chose qui rend dynamique le skimmer pour qu'il soit en permanence à la chasse à la nappe, je vais dire. Et dans ces cas-là, s'il arrive à être tout le temps en contact avec la nappe, il arrive à le récupérer. Il y a également eu un travail de retrait d'obstacles, je vais dire par exemple des flotteurs qui ont été enlevés ou positionnés ailleurs pour éviter tout obstacle, parce qu'on se rend compte que dès qu'il y a un obstacle devant les brosses, ça complique la récupération, voire ça fractionne la nappe et là on n'arrive plus à récupérer. Et puis il y a eu aussi tout un travail de travail sur les bacs tampons pour permettre après l'évacuation vers la pompe des LSFO, parce que souvent ils étaient figés ou très visqueux, donc que ça soit par chauffage des bacs tampons, que ça soit par injection d'eau ou de vapeur, il y a eu des adaptations de ce côté-là. Et la troisième vidéo qui correspond du coup au skimmer de chez Vicoma, et ben là c'est pareil, on voit propulseur ou hélice, le matériel qui peut être téléguidé. Et donc, exactement la même conclusion. Voilà, quand il est en contact direct, qu'on peut le manœuvrer, il arrive efficacement à récupérer l'hydrocarbure. Voilà, donc les recommandations pour quand on a du coup un déversement d'hydrocarbures, un déversement pardon, de LSFO, pour anticiper ce problème potentiel d'élasticité et le fait que la nappe se déchire, la meilleure façon c'est d'avoir un skimmer dynamique qui va pouvoir être manœuvré pour récupérer les nappes.
Voilà. Hop. C'était pour la partie vraiment lutte en mer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'hydrocarbure ne peut pas être récupéré en mer et qu'il touche le littoral? Donc on s'est intéressé à cette partie-là. C'est un work package qui a été coordonné par le CEDRE, avec des essais qui ont été faits au CEDRE et en Norvège. Et puis une petite partie, je vous montrerai aussi à Malte. Donc on a cherché à savoir quelles étaient les interactions entre les LSFO et différents substrats. Il y a deux parties différentes. Une première partie qui était les plages sédimentaires, quand voilà, le produit arrive sur du sable, du gravier, des galets. Donc il y a eu des essais qui ont été faits et différentes techniques de nettoyage qui ont été testées. Et puis après, tout un volet que je vais détailler sur la partie côte rocheuse. Donc pareil, comment est-ce qu'on peut nettoyer vraiment ces côtes rocheuses-là. Et puis, si jamais il reste un film de polluant, comment est-ce qu'il se dégrade dans le temps? Et est-ce qu'on a un relargage de composés toxiques ou pas dans l'eau de mer? Donc, et ce qu'il faut retenir du coup, c'est que vraiment pour les LSFO, selon la nature du produit, le temps de vieillissement qu'il a eu en mer et la température de l'eau et température extérieure, les LSFO, il faut donc avoir en tête qu'ils vont interagir avec les sédiments et se retrouver sous différentes formes, soit sous une forme fluide, soit sous forme de petites boulettes fragmentées, comme je vous ai montré tout à l'heure, ou des nappes vraiment semi-solides, très visqueuses. Donc forcément, les réponses après, les techniques de nettoyage ne seront pas les mêmes. Je vous montre un des essais qui a été fait au CEDRE sur un équipement qu'on appelle le banc littoral. Donc en fait, on voit sur la photo de gauche qu'on a 12 cuves inox différentes dans lesquelles on peut mettre des sédiments qu'on veut. Là, vous voyez, on a testé du sable, des petits graviers, puis des cailloux un peu plus gros. Et donc, on peut simuler l'agitation du bord de mer, parce qu'en fait, les bacs, ils sont sur une table oscillante. Et puis, on voit ce qu'on appelle des clarinettes, là, en bas et en haut des bacs, qui nous permettent d'alimenter les bacs en eau et de faire du vidange en eau. Tout ça, ça nous permet de faire, en fait, un jeu de marée dans les bacs. Donc, on a testé nos 3 LSFO, ceux qui avaient été testés précédemment. Et voilà, et donc il faut savoir que les essais ils ont été faits au CEDRE au mois de juin l'année dernière, il faisait plus de 25 degrés, donc on avait des résultats voilà, sous température plutôt chaude, on n'aurait pas forcément eu les mêmes en hiver. Donc ce qu'on a vu, là je vous montre des résultats qui ont été obtenus sur le sable. Et ben, c'est encore une fois une grande variabilité de produits. C'est-à-dire que là, sur la photo de gauche, vous voyez un LSFO qui, après plusieurs cycles de marée basse, marée haute, donc émulsification progressive du produit, voilà, quand on vide les bacs, marée basse, et ben, en fait, on peut avoir une diffusion du produit, une pénétration du produit complète dans le sédiment. On n'a plus rien en surface et tout a percolé dans les sédiments. À l'inverse, on a d'autres produits qui se sont figés à la surface du sédiment. Et là, on voit en fait qu'on peut rouler carrément cette pâte qui est quasiment solidifiée. On peut la rouler sans qu'il y ait quasiment d'agrégation de sable dessus. Et on voit qu'en dessous, le sable, il est intact. Le polluant n'a pas du tout pénétré. Donc voilà, on a vraiment les extrêmes. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que quand on remet de l'eau et de l'agitation, soit par le banc en lui-même, soit avec une aide manuelle, on arrive en fait à remobiliser plus ou moins facilement, mais ça marche même avec les plus visqueux, on arrive à remobiliser le polluant à la surface de l'eau. Donc ça va nous donner des indications après en termes de recommandations de nettoyage, tout ce qui est flushing ou surf washing, pour remobiliser le polluant à la surface de l'eau, ça a l'air d'être efficace. Là, je vous montre une diapo du coup d'un outil qui a été développé au NCA en Norvège. Ils ont créé ce qu'ils appellent un beach cleaning container.
On voit en fait il y a une petite pente là dans le conteneur où ils ont mis différents types de polluants. Et puis en bas de bac, on voit du coup un peu d'eau avec un barrage là. Donc c'est pour tester différentes techniques de nettoyage, que ce soit un rinçage doux, du Karcher, même l'ajout d'agents de nettoyage, ce genre de choses. Donc ils ont testé aussi là-bas en Norvège pas mal de techniques de nettoyage sur les LSFO. Une autre manip qui a été faite là-bas aussi en Norvège, qui est le lavage en bétonnière. Donc vous voyez, voilà, ils ont mis des galets qu'ils ont souillés dans la bétonnière. Ils ont fait des tests à différentes températures d'eau, hein, en ajoutant de l'eau à différentes températures, en rajoutant également des absorbants là en plus. Et voilà, ils ont regardé les efficacités de nettoyage. Et donc, ce qu'on peut en conclure d'un point de vue vraiment opérationnel, c'est que, donc, a priori, si sur la plage arrivent des plaques épaisses et semi-solides, très visqueuses de LSFO, bah, a priori, l'utilisation d'équipements traditionnels de nettoyage est recommandée, hein, des engins de BTP, ça sera efficace. Si on a à l'inverse une pollution qui est très légère, dispersée, des petites boulettes fragmentées, bah là la récupération manuelle fastidieuse mais efficace à la pelle manuelle, ça c'est recommandé. Et puis ça c'est quelque chose qui a été remonté du coup par les collègues norvégiens. Si effectivement on a des petites boulettes qui sont solidifiées, il faut essayer d'agir assez vite parce qu'on a remarqué que quelquefois juste l'effet de l'ensoleillement va du coup reliquéfier le polluant et le faire pénétrer plus dans les sédiments. Donc si on peut agir vite tant que le produit est encore solide, ça facilite les opérations de nettoyage. Voilà, sinon bah, du coup tout ce qui est surf washing ou flushing est recommandé. Si on a possibilité de jouer avec la température de l'eau, bah, on remarque que l'eau chaude c'est plus efficace. Et voilà, et tout ce qui est galet souillé, bah, le lavage en bétonnière à la recommander, pareil, les efficacités étant augmentées quand l'eau est augmentée en température. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les LSFO, le comportement des LSFO, il dépend vraiment fortement de la température. Une différence de quelques degrés peut vraiment être significative sur le comportement et du coup après sur les techniques de nettoyage à mettre en place. Et en plus, il faut savoir que les opérations de nettoyage peuvent être compliquées par un caractère vraiment collant de certains LSFO. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment vu. Les LSFO, ils collent partout, sur toutes les parois là, du polydrome, des bacs là, que je vous ai montré tout à l'heure. Dès qu'on le touche, voilà, ça colle. Et donc ça complique les opérations de nettoyage. Et en plus, on remarque que sur les sédiments eux-mêmes, il y a également ce caractère-là, c'est-à-dire que si on essaye de rincer, de flusher des cailloux qui sont pollués, bah, le polluant, il faut vraiment l'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à là où il va pouvoir être récupéré, parce que sinon il s'attache, il se réattache, et voilà, c'est très fastidieux de nettoyer ce type de produit. Voilà, ça c'était la partie plage sédimentaire. Et le dernier volet maintenant, c'est sur la partie côte rocheuse. Donc on a fait plusieurs essais également sur cette partie-là, côte rocheuse. Au Cèdre, on a travaillé sur des plaques de granit, voilà, qui font 15 cm sur 15 cm, qu'on a polluées avec toujours les mêmes LSFO. Donc là, vous voyez les étapes où on a pollué. On a rajouté 3 grammes de LSFO sur chaque plaque. Alors ça fait une très très fine couche d'hydrocarbures à la surface. On n'est pas sur une côte rocheuse qui est massivement recouverte d'hydrocarbures. On est sur un film fin, quoi, vraiment. Et donc vous voyez à la fin là, sur la photo en bas à droite, l'aspect des plaques une fois qu'elles ont été polluées. Et en fait, on a fait différents types d'essais sur ces plaques-là. Mais avant de vous montrer ces essais-là, je voulais vous montrer du coup une observation qui avait déjà été faite lors du premier projet, Imaros, qu'on a revu là. C'est la pénétration de certains LSFO dans la roche.
Là, vous avez 3 produits, ce que j'ai appelé l'IM 27, 28, 29, ce sont des LSFO. Et puis, on a également pollué des plaques par un HFO classique. Et donc, on voit que là, les 3 LSFO, on voit clairement sur la tranche là, du produit qu'il y a une pénétration dans la roche. Alors, on ne sait pas expliquer pourquoi, qu'est-ce qui fait ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on remarque. Voilà, faut le savoir. Et donc, bon, après, on s'est vraiment intéressé aux techniques de nettoyage. On a fait plusieurs essais. Les premiers, c'est donc en utilisant le banc de lavage au cèdre. Vous avez une photo de ce banc-là. Si je zoome à l'intérieur du coup du banc, en fait, on a un support où on peut venir mettre 3 plaques polluées et qu'on peut du coup laver avec un Karcher à différentes conditions de température, de pression. Ça nous permet en fait de nettoyer toutes nos plaques de la même façon et de pouvoir comparer les résultats après. Voilà, sur les 2 photos là que je viens de rajouter, on a donc 2 produits différents, un LSFO, le IM27, et puis le fuel de référence traditionnel, je vais dire. À chaque fois sur les photos, on voit en bas à gauche ce qu'on a appelé une plaque témoin, donc c'est une plaque qui a été polluée et qui n'a pas été lavée. Et puis à côté, dans le cadre orange là, des plaques qui du coup sont passées au banc de lavage. Alors à une température qui n'était pas élevée, 15 degrés seulement, et 2 conditions de pression, 50 et 100 bars. Bon, on voit que du coup, le niveau efficacité là, de lavage, on est très très bas. Hein, c'est pas, visuellement, on voit pas une différence énorme entre les plaques. Bon, faut savoir que quand on augmente la température, ça se voit un peu plus, l'efficacité augmente. Mais voilà, sur des très fines couches d'hydrocarbures comme ça, c'est pas très efficace. Bon, il n'empêche que le lavage comme ça, haute pression, reste recommandé de toute façon, parce que si on a une épaisseur significative, il va quand même nous permettre d'enlever toute cette couche épaisse. Il faut savoir que du coup, une température de lavage élevée et un ajout d'agents de nettoyage, c'est les collègues norvégiens qui utilisent beaucoup d'agents de nettoyage, donc ils voulaient tester ça. L'agent de nettoyage peut également augmenter, améliorer l'efficacité du lavage. Mais quoi qu'il en soit, bon, il ne faut pas s'attendre à retrouver des plaques claires vraiment en fin de manip. Il y a une coloration du substrat qui est prévisible. Il y aura de toute façon voilà, un film qui va persister. Et du coup, ça nous a amené au dernier volet de notre étude qui a été de nous demander comment, dans l'environnement naturel, se dégradent ces hydrocarbures-là. Donc, on a fait des études sur le terrain qui ont duré 1 an. En fait, on a pollué des plaques de granit, toujours les mêmes, de la même façon là, que je vous ai montré tout à l'heure. Et on les a installées, du coup, en environnement naturel. Donc en France, là, nous, on a fait ça sur l'île des Morts, qui est une île qui se trouve dans la rade de Brest. Et donc, c'est une île qui n'est pas publique, hein, qui est militaire. Et on a réussi à faire ces manips grâce, du coup, à des autorisations qu'on a obtenues de la préfecture maritime, grâce au soutien du CEPOL, qui nous a permis d'avoir ces autorisations-là. Donc j'en profite là pour remercier, du coup, toutes les personnes qui ont permis au CEDRE de pouvoir mener à bien ces essais-là. Donc voilà, en fait, bon, c'est petit là, mais vous avez une vue aérienne de l'île des Morts, on voit un quai, et en fait on a pu installer sur la face nord et sur la face sud de ce quai des supports bois avec nos plaques polluées. Donc en fait c'était intéressant d'avoir les deux côtés parce que la face nord, elle est beaucoup moins ensoleillée, et puis elle est vraiment soumise à des conditions beaucoup plus dynamiques, de vagues, donc voilà, c'est des conditions particulières. À l'inverse, sur la côte sud, on voit d'ailleurs sur la photo, c'est vraiment beaucoup plus ensoleillé et beaucoup plus calme. Donc on a moins ce côté dynamique de vagues qui va venir taper sur le substrat rocheux. Donc ça a été fait en France. Et puis, en fait, on a pu faire les mêmes manips en Norvège et à Malte. Donc les collègues norvégiens, ils ont pu installer des plaques. Eux, ils ont choisi de l'ardoise parce que c'est plus représentatif de leur côte. Ils ont installé du coup à Tromsø, dans le nord de la Norvège, pareil, des supports bois avec les plaques polluées par les mêmes produits que nous en France. Et puis à Malte, dans le port de La Valette,
On a également pu mettre des supports bois avec des cailloux. On n'a pas réussi à se faire approvisionner en plaques. Donc en fait, ce sont des cailloux qui ont été récupérés dans des carrières de calcaire, parce que là-bas, c'est ça la roche qui est la plus représentative. Donc voilà, ces plaques, elles ont été laissées dans l'environnement et régulièrement, on a été en chercher pour les ramener au laboratoire et pour pouvoir quantifier. On extrayait l'hydrocarbure qui était présent sur les plaques pour pouvoir quantifier et regarder en fait la perte progressive d'hydrocarbures sur les plaques, et puis pour regarder également si on avait une colonisation par des organismes, si des crustacés venaient se fixer dessus, et pouvoir comparer ça à des plaques contrôle, donc des plaques qui n'avaient pas été polluées. Je vais vous montrer du coup quelques résultats. On va rester sur du visuel, hein, on ne va pas aller dans des graphiques ou des données. Pour la France, voilà initialement T0, à quoi ressemblaient les plaques, donc bien noir. On a la première colonne, c'est le fuel de référence, et puis les trois autres, ce sont des produits des LSFO différents. Donc initialement, voilà ce qu'on avait. Et donc après 11 mois de vieillissement, je vous mets juste l'étape finale, pas les étapes intermédiaires. Sur la face nord, donc voilà ce qu'on a. Donc déjà, on voit quand même un gros changement visuel, hein. On n'est plus sur des plaques noires. On voit, je vous ai mis en plus 2 plaques témoins non polluées au bout de 11 mois également pour qu'on puisse comparer. Donc ce qu'on voit, c'est des différences entre les produits, hein. On a par exemple là, le produit IM28 où le produit est plus persistant, les plaques sont plus noires que le HFO. À l'inverse, on a un LSFO, là, le IM29, qui est, on voit plus en fait de traces noires, on voit plus d'hydrocarbures comme ça, c'est vraiment minime. C'est plus dégradé que sur les plaques de référence du HFO de référence. Et puis, donc on a quelque chose de différent selon le produit, selon la composition du produit. Et puis après, ce qu'on peut voir également, c'est, je ne sais pas si vous voyez, tous les petits points blancs en fait qu'on voit là, ce sont des balanes. Alors, hop, normalement, ouais, ça devrait apparaître. Donc des balanes, c'est des petits crustacés comme ça qui viennent se fixer sur les parois rocheuses. Et donc, si on compare aux plaques témoins, qui sont donc ici, on voit effectivement, enfin on voit, moi je les ai vus de près, donc ça me paraît évident. On voit pas mal de balanes qui sont sur les plaques témoins. Et ce qu'on remarque, c'est que le LSFO, par exemple, la IM29, il y a beaucoup plus de balanes. Statistiquement, il y a vraiment une différence. Donc, beaucoup plus de balanes qui sont venues se fixer sur ces plaques-là. À l'inverse, par exemple, la IM28, statistiquement également, il y en a moins. Et puis le HFO et le produit IM27 sont intermédiaires, un comportement intermédiaire entre les deux. Mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est qu'avec le temps, à partir du mois d'avril, il y a des balanes qui viennent coloniser les plaques. Là, ce sont les plaques qu'on a obtenues sur la face sud. Donc on voit quand même une différence face nord, face sud. Donc pareil, les dégradations différentes selon les produits. Là, le IM28, il est bien noir. Donc quand on analyse ça au laboratoire, on voit qu'il y a quand même une dégradation claire, hein. Il y a de moins en moins de produits sur les plaques. Mais bon, en tout cas, là, on voit que ça persiste encore. Alors que d'autres produits, comme le IM29, là, comme un peu le fuel de référence, il n'y a plus grand-chose qui persiste. Et il n'y a pas du tout de balanes qui ont été observées, mais c'est le cas également pour les plaques témoins. C'est tout simplement parce que les balanes, elles aiment bien les milieux qui sont un peu ombragés et qui sont battus un peu par les éléments. Donc c'est vraiment la face nord qui les intéresse, pas la face sud. Voilà ce qui a été observé du coup au bout de 11 mois. Une diapo pour vous montrer les résultats de la Norvège et de Malte. Donc en Norvège, on voit également de la dégradation du produit. Là, il y a un mélange de plaques témoins qui n'ont pas été polluées et de plaques polluées. Donc on voit effectivement qu'il y a une dégradation, mais qui est beaucoup plus lente, une cinétique plus lente qui est liée certainement aux conditions, aux températures qui sont plus basses,
et qui font que voilà, la remobilisation est plus limitée. Et on n'a pas vu du tout de colonisation, ni sur les plaques témoins, ni sur les plaques polluées, de colonisation par aucune espèce. Et à Malte, voilà, on voit les photos des cailloux qui étaient pollués initialement. Après 3 mois, là, la manip, elle a pu durer que 3 mois. On voit plus d'hydrocarbures. Les taches noires qu'on voit là, ce sont des algues, en fait. En zoomant dessus avec le microscope, on a pu voir que c'était des algues. Donc, on ne voit pas d'hydrocarbures du tout, pour aucun des produits. C'est complètement recouvert d'une couche de matière organique, d'algues. Voilà, c'est très, très, très dense. Maintenant, quand on extrait les cailloux avec un solvant chimique, il y a clairement de l'hydrocarbure, mais voilà, c'est difficilement visible à l'œil nu. Donc voilà, donc des comportements un petit peu différents. Là, les eaux chaudes, elles doivent favoriser aussi plus rapidement la recolonisation par algues ou matière organique. Mais voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que je vous montre pas tout là. Il y a énormément d'analyses chimiques qui ont été faites sur toutes ces plaques, T0, T final, pour voir comment évoluent dans le temps les différents composés chimiques, les alcanes, les HAP, les résines, les asphaltènes. Voilà, pour vraiment avoir une image globale de ce qui se passe. Là, bon, voilà, on n'a pas beaucoup de temps et puis on axe sur quelque chose de plus opérationnel, mais voilà, savoir qu'il y a un travail considérable qui a été fait derrière sur tout cet aspect vraiment chimique, scientifique sur les LSFO. Voilà, et du coup, je terminerai avec une dernière diapo sur l'aspect toxicité, parce que c'est quelque chose qui est important et qu'on va souvent nous demander, effectivement. La question, c'était de savoir est-ce que les LSFO sont plus toxiques que les fuels classiques, les HFO. Donc on a fait des manips un peu sur mesure, de pollution toujours là de plaques, et on a récupéré en fait l'eau qu'on a mis en contact avec des organismes marins différents, des algues et des copépodes. Et voilà, le but là, c'était pas de reproduire les conditions naturelles. Là, on voit qu'on est sur un tout petit volume d'eau. On voulait juste comparer les résultats qu'on avait entre le fuel de référence, le HFO, et les LSFO. Donc je ne rentre pas dans le détail scientifique et le protocole de tout ça. La conclusion qu'on en tire, c'est qu'il n'y a pas plus de toxicité qui a été observée sur les LSFO relativement au fuel de référence. Voilà. Et donc, je terminerai sur les recommandations opérationnelles. Je les ai, en fait, je les ai dites au fur et à mesure de la présentation. Je terminerai juste en vous précisant qu'un des livrables du projet Imaros, c'était en fait d'éditer des petits feuillets très simples et très courts qui donnent les clés aux opérateurs sur les actions à entreprendre en cas de lutte en mer et de lutte à terre. Et donc on a sorti effectivement, là vous voyez pour la partie lutte en mer, un feuillet, un recto verso, qui est accessible qu'en anglais, hein, en tout cas pour l'instant. Donc je vous ai mis le lien là pour y accéder. En fait, voilà, les recommandations opérationnelles, elles sont synthétisées là. Vous voyez que vous avez des QR codes qui vous permettent en fait d'accéder à des vidéos qui illustrent très très bien le texte en fait. Voilà, il y en a une fiche comme ça sur la lutte en mer, une autre sur la lutte à terre. Donc voilà, je vous invite du coup, si vous avez besoin de quelque chose d'assez synthétisé, à aller voir du coup sur le site pour accéder à ces fiches-là. C'est terminé, je vous remercie pour votre attention et puis j'en profite pour remercier également tous les collègues qui ont travaillé sur ce projet Imaros 2 et Imaros avant. C'est 4 années de travail, beaucoup de manips, beaucoup d'analyses et ouais, de temps passé sur ce projet-là. Donc je remercie tout le monde. Et si vous avez des questions, je pense qu'on a un petit peu de temps. Oui. Bonjour Fanny, merci beaucoup, c'était très clair et très intéressant. Je voulais savoir si les petites fiches opérationnelles, vous avez dans l'idée de les traduire en français
un jour. Ça peut être, c'est vrai qu'on en a discuté, ça serait très intéressant, ouais. Alors c'est Ouais. pas là dans les tuyaux immédiatement, mais c'est quelque chose, ouais, qu'on a noté et qu'on se dit qui serait effectivement très intéressant de traduire en français. Ouais. Ouais. Ok, Ben voilà. je le renote, l'intérêt du PNE pour ça. Merci. Merci. Alors, je crois qu'il y avait une main levée du côté de Monsieur Comas, peut-être? Je sais pas si c'est toujours Bonjour. d'actualité. Oui, bonjour à tous. Deux petites questions rapides. Est-ce que vos études sont transposables dans les rivières et fleuves et notamment sur les berges, etc., des rivières et des fleuves? Et est-ce que vous pourriez me rappeler si ces fuels à basse ou très basse teneur en soufre sont utilisés pour les péniches et les bateaux de croisière qui naviguent sur nos rivières et nos fleuves? Très bonne question. Je ne suis pas capable d'y répondre comme ça. Par contre, je vais me renseigner et je peux revenir vers vous. Et par contre, sur le volet comportement du produit en eau douce, le côté température, là, va être encore très important, température de l'eau. Il va se comporter de la même façon, hein. Il peut très bien être relativement fluide et pénétrer dans les berges, comme il pourrait se solidifier ou compliquer les opérations pour le nettoyage ou la récupération. Côté comportement, on peut avoir les mêmes problématiques. Merci bien, je prends la réponse par mail pour la suite sans aucun Ouais, souci. c'est noté, je suis désolée. Il n'y a pas d'autres questions? Oui, D'accord. Ah oui, je vous en prie. non. Dans les premières présentations, les diapositives, il y avait le fuel, enfin ces fuels avec faible soufre, faiblement soufré, qui était à 5 degrés et à 20 degrés. Et j'avais eu l'impression de voir que dans les petits bassins d'essai, lorsque c'est à 5 degrés, le fuel restait plus compact. C'est bien ça, hein? Plus Oui, visqueux. oui, alors là, ce que j'ai pas mentionné, c'est effectivement si vous parlez des essais de récupération. Ben, c'était dans la attends, j'essaye de retrouver puisque j'ai pris les diapos en photo. Euh, C'était la diapo numéro 16. Comportement. Alors, il y avait une diapo. Voilà, c'était les vieillissements. Voilà, il y a Oui, ces diapos, en fait, à 25 degrés et il y en a une aussi à 5 degrés. ouais. Voilà. Et la question, donc, en voyant ces diapositives, c'était que c'était à 25 degrés que le fuel restait le plus visqueux. Alors 25 degrés, non, au contraire, 25 degrés, il est plus fluide en général. Du Quand on coup, voit les là, taches noires, c'est là je vois les taches noires, donc ça me semblait de la viscosité, ces taches noires, non? alors les taches noires sur le côté du. Là, Oui, mais c'est. lorsque je voyais ce côté noir, je pensais que c'était le Ah côté visqueux, non? Non, non, du coup, un hydrocarbure qui a une viscosité très faible, très basse, donc il est quasiment liquide. Il peut être noir, comme ça. Il est même généralement noir quand il est frais. Ça fait vraiment une nappe, une fine nappe qui va s'étaler pas mal et qui est noire. Après, effectivement, dans l'environnement, du coup, cette nappe, elle va pouvoir s'étaler, s'étaler, s'étaler de plus en plus. Elle peut s'étaler. Mais non, là, c'est vraiment typique d'une nappe d'hydrocarbures, là, peu fluide, à la surface de l'eau. Donc, Ouais. parce que dans celle à 5 degrés, on voit qu'il y a presque, ça fait des boulettes, c'est tout. À 5 degrés, ouais, l'exemple que je vous ai montré, là, 5 degrés, ça fait effectivement des Des boulettes boulettes. ouais, parce que là, le point d'écoulement est élevé et qu'en plus, oui, on a une viscosité très élevée. Donc, en fait, ça va former des petites boulettes solidifiées. Ouais, mais sinon, un fuel lourd qui est peu visqueux, elle va faire une nappe noire, comme ça, là, qui va, petit à petit, en vieillissant, elle va s'émulsionner et devenir de plus en plus marron. Mais à la base, ça fera une nappe noire. Ouais. Donc, pour vous, c'est laquelle la plus facile à récupérer? C'est ça la question? Ah, Par des la barrages plus pour la facile. contenir? Ouais. Là, c'est celle-ci, c'est celle à 25 degrés. Là, on peut poser des barrages et on peut contenir la nappe. Ouais. Ouais. Plus facilement que. Donc, peut mettre
barrage est récupéré. Oui. Là, a priori, sur ce cas-là, 25 degrés, là, une viscosité pardon, qui monte que jusqu'à 8400, on est sur un cas qui est, enfin, je ne vais pas dire simple, hein, mais on peut confiner, on peut récupérer. Et le problème, c'est que toutes les zones CK sont plutôt dans le nord. À part, oui, parce que les premières zones CK c'est la Manche, la mer du Nord et tout ça. C'est ce qu'on a, nous, de notre côté. Enfin, en tout cas, je parle Ouais. pour moi. Oui, et enfin la Et donc, c'est Méditerranée. là où l'eau de mer est la plus froide. Oui, oui, c'est sûr que du coup en eau de mer, on peut du coup en eau froide, on peut effectivement avoir plus ce côté solidification et potentiellement du coup ces petites boulettes qui du coup en plus sont difficilement détectables et qui peuvent voilà soit diffuser comme ça en plein de petites boulettes, soit quand même former des nappes visqueuses à la surface de l'eau. En fait c'est des comportements ouais, vraiment variables, mais Donc, ce côté la question qui venait derrière, c'est comment adapter les stocks Polmar pour récupérer ce type de combustible, sachant que tous les navires changent justement de combustible pour rentrer dans ces zones CK. Ouais, bah, effectivement, du coup, là, on est sur, comme on l'a montré avec les récupérateurs, là, en tout cas, si on a affaire à un produit comme ça, qui est soit qui se fragmente, qui est solidifié, ou qui a ce problème d'élasticité, là, avec les nappes qui se déchirent, bah, ça va être d'utiliser des skimmers qui peuvent être comme ça, qui peuvent aller à la chasse à l'hydrocarbure qui peuvent. Sinon, c'est vrai que sur des skimmers classiques statiques, il y aura des soucis effectivement de collecte. Mm. Ouais, moi, j'avais quand même vu ce skimmer avec les bras qui tournaient. J'avais l'impression, une des premières vidéos, j'avais l'impression que ces skimmers étaient très agressifs pour justement casser la nappe. J'avais pas trop compris pourquoi ces petits bras qui agitaient finalement, agitaient l'eau, pourquoi ils étaient efficaces, parce que j'avais plutôt l'impression qu'ils créaient je dirais, un remous, mais bon, c'était une impression. Maintenant, ça te permet effectivement d'avancer puis de faire venir, d'attirer la nappe vers son tapis après de collecte. D'accord. Bon, bah écoutez, merci pour toutes ces précisions. Bah, on verra ce qu'on nous donne comme nouveau matériel. Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer là. Voilà, donc encore une fois, merci à tous et bonne journée à tout le monde. Dernière petite information, pardon. Je tenais juste du coup à vous dire que le prochain webinaire du CEDRE aura lieu le 30 mars. Et le sujet, ça sera le guide qui vient de sortir, le guide sur les eaux intérieures. Voilà.